à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Passion Immo. On va parler investissement et vous allez voir, on va parler investissement dans le détail. Parce que en 2024, vous êtes très nombreux à vous interroger sur l'opportunité d'investir en immobilier ou pourquoi pas d'aller investir ailleurs. Et si vous investissez en immobilier, quels sont les pièges à éviter ? Et pour ça, je vais avoir un invité particulièrement passionnant, Jérémy Hadida, alors expert dans ce domaine, vous vous doutez, et avec lui on va aborder pas mal de questions. Tellement de questions que j'ai décidé de découper cet épisode en deux parties. Dans l'épisode qui vient, l'épisode 74, on va parler investissement dans les garages, on va réfléchir à la place de l'investissement aujourd'hui en termes de rentabilité, on va différencier la rentabilité du rendement, quelle stratégie il faut avoir en matière d'investissement, quels sont les bons critères pour trouver un bien. Donc, vous voyez déjà de quoi faire dans un épisode. Et dans le deuxième épisode, on va aborder assez longuement, donc prenez date dès maintenant pour réserver en fait votre écoute. On va aborder une question qui revient souvent, c'est celle des impayés de loyer. Et Jérémy Hadida, sur cette question-là, il n'est pas dans la langue de bois et vous verrez qu'il a un rapport assez étonnant sur cette question, qu'il n'hésite pas un peu à remuer des idées reçues et ça sera particulièrement intéressant. En tout cas, ici, c'est la première partie de cet entretien avec Jérémy Hadida, Passion Immo, épisode 74. C'est parti! Alors, qui est Jérémy Hadida, mon invité ? Alors, comme il aime à le dire, il est déjà père de 2 enfants. Voilà, c'est sa famille forge sa vie. Bien sûr, il a une vie professionnelle assez riche. Donc, il est passé par des études assez brillantes. Ensuite, il a travaillé dans des grandes entreprises internationales, dont Airbus. Et puis, il s'est dit, passé la trentaine, j'ai peut-être envie de faire autre chose. Et là, il est parti dans de l'investissement immobilier, donc tout ça, ça fait une quinzaine d'années, à titre personnel. Et puis, fort de cette expérience, il a souhaité proposer des investissements, comme il le dit, des investissements clés en main à une clientèle plutôt exigeante. Et donc, c'est ce qu'il fait aujourd'hui dans le sud de la France depuis 2017. Donc, on va parler investissement avec lui. Comme je l'ai dit dans l'introduction de l'épisode, on va parler de l'investissement dans les garages. On va parler de rentabilité, de rendement, les critères de sélection. Donc, un programme relativement chargé. Et donc, on va démarrer par un investissement qui est pas nécessairement celui auquel on pense immédiatement. Et tout ça, c'était basé sur un post LinkedIn que j'avais lu de sa part, où il disait « J'adore les garages ». Et il développait en fait comment il investissait dans les garages et pourquoi il investissait dans les garages. Donc, ma première question que je pose à Jérémy, c'est pourquoi les garages et y a-t-il de vraies opportunités dans ce type d'investissement ? J'adore les garages, j'adore les annexes, j'adore les produits un petit peu atypiques. D'une part parce qu'effectivement ce sont des produits sur lesquels il y a moins de concurrence, donc sur lesquels on peut faire de meilleures négociations, sur lesquels on a davantage de possibilités, mais aussi parce que d'une part le budget est beaucoup plus accessible, et d'autre part parce que la réglementation, la législation est beaucoup moins restrictive que de l'habitation principale. Et ce que je dis vaut pour les commerces, vaut pour les locaux, vaut pour les garages, caves et autres greniers et autres annexes. Donc effectivement, j'aime beaucoup les garages et je crois que ceux auxquels tu fais allusion, c'est l'expérience que j'ai faite dans le cadre de l'acquisition d'un de mes immeubles. J'avais effectivement des annexes, caves, garages, que j'avais au départ dans l'idée de transformer en locaux d'habitation, sauf que dans les faits, travaux obligent, législation oblige, l'humidité, etc., fait que finalement, j'ai converti cette idée et économisé quelques 30 ou 40 000 euros de travaux pour faire effectivement des annexes, garages et caves, qui aujourd'hui m'ont permis de booster ma rentabilité et surtout m'évite beaucoup de vacances et de turnover.
Ouais, alors pareil, on va parler aussi de ça. Et ça veut dire que tu suggères, les investisseurs que tu accompagnes, tu leur proposes du garage en termes d'investissement ou c'est quelque chose qui est quand même un peu accessoire dans ton activité? Excuse-moi d'insister sur ces garages, Tu mais... fais bien, tu fais bien. Effectivement, j'ai proposé récemment un lot de une quarantaine de box et de garages Mhm. sur la ville de Montpellier, qui est une ville que tu connais certainement, Oui. dans laquelle il y a peu de garages disponibles et énormément de voitures à l'inverse. Mhm. Ça fait pas partie, c'est pas la plus grosse partie de mon activité, puisque bon, par définition, en termes de volume, plus souvent de l'habitation, de l'immeuble ou de l'appartement que du garage. Mais le garage, effectivement, a constitué pendant très longtemps euh, un axe extrêmement intéressant d'investissement. Moi-même, j'en ai quelques-uns. Euh, c'est vrai que ça devient plus compliqué. La vraie question derrière celle du garage qu'il faut se poser, que je me pose, euh, pour laquelle aujourd'hui je n'ai pas tranché, c'est la voiture. C'est qui dit garage dit la voiture. Même si le garage peut servir de stockage, évidemment, la vraie question c'est quel est l'avenir de la voiture dans Mhm. les villes. Aujourd'hui, est-ce que on va, avec toutes les considérations écologiques qu'on connaît, est-ce qu'on va vers du tout voiture ou à l'inverse, est-ce qu'on va vers des développements type vélo et autres. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, sur les États-Unis ou en Arabie Saoudite, si tu connais un petit peu le projet The Line, Mhm. qui prétend aujourd'hui repenser complètement la manière d'habiter avec des villes qui seraient finalement... bon, l'espèce c'est une ville qui est tout en Oui, longueur, pour ceux tout qui en ne longueur. connaissent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant qu'elle soit en longueur. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à l'intérieur de cette longue ligne, les quartiers, les quarts de cette ligne seraient réorganisés de telle sorte que finalement, on n'est plus à utiliser de voitures C'est ou ça, à ouais. défaut uniquement des véhicules électriques. Voilà. Ouais. Donc, si tant est qu'on aille vers ça, et à un moment donné, avec toujours le même président, mais le précédent gouvernement et la précédente ministre de l'écologie, si je ne m'abuse, la question du pavillon individuel s'est posée, est-ce que oui ou non, Oui, ouais. ce vieux rêve français du pavillon individuel, est-ce qu'il a un avenir ou pas? Il y a 6 mois, un an, je t'aurais dit non, c'est fini. Aujourd'hui, c'est de nouveau de retour. Peut-être que dans 6 mois, avec le prochain gouvernement, ça sera encore, voilà. Mais la vraie question, c'est ça. La voiture et donc le garage sont liés à une manière de vivre. Mhm. Si effectivement, on va vers quelque chose où tout le monde serait regroupé dans les grandes villes, où il y aurait des transports en commun, bah, évidemment, le garage a peu de chances de continuer. Si à l'inverse, ce qui je crois est plutôt le cas, à l'inverse, on se rend compte que pour ceux qui habitent pas dans les grandes métropoles, mais qui habitent dans des villes moyennes, et il y en a énormément, bah, que tu ne peux pas faire sans voiture. Dans ces cas-là, la question du garage se pose, et je le répète, notamment aussi pour les professionnels. Et effectivement, donc dans le cas des lots auxquels on faisait allusion, j'ai effectivement trouvé ce lot-là, mais ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce qu'aujourd'hui, en discutant avec des promoteurs, je me suis rendu compte que les promoteurs aujourd'hui, est-ce que c'était une volonté ou pas de leur part, construisent moins de garages que de logements par unité disponible. Ce qui fait que par définition, ça entraîne une certaine inflation, un manque et une rareté qui me fait penser que oui, c'est intéressant d'investir dans les garages, évidemment dans des endroits où la voiture est reine, Montpellier en fait partie. Mhm. À l'inverse, investir dans un garage dans une région reculée peut se poser, mais avec un certain nombre de points de vigilance, comme évidemment les accès routiers, comme la présence ou pas d'une zone industrielle, etc. Donc le garage qui en soit ne coûte pas très cher, euh, 4, 5 000 euros dans des zones reculées, peut aller jusqu'à 25, 30, 50 000 euros en région parisienne. Mhm. Donc ça devient quasiment le prix d'un appartement. Par contre, le gros avantage au-delà de la rentabilité, c'est surtout le fait que on a une fluidité en termes de gestion locative qui est juste dingue. C'est très rare d'avoir des impayés sur un garage et c'est surtout beaucoup plus facile de gérer les départs, les arrivées et les possibles évictions de locataires quand c'est malheureusement le cas. C'est ça. Alors, tu vois, avant de passer à un sujet suivant, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que sur un investissement finalement a priori aussi basique, mais je dis a priori, tu vois, on ne Bien peut sûr. pas s'empêcher d'avoir une réflexion globale sur l'urbanisme, sur la politique au sens noble du terme qu'on veut accomplir en termes d'environnement, de politique de la ville, etc. Et qui, moi, quelque part, fait la noblesse de l'investissement immobilier parce qu'on est obligé d'avoir une approche
très global et de s'intéresser à de multiples sujets qui sont des sujets du quotidien, de la vie, qu'est-ce qu'on Bien fera sûr. dans 20, 30 ans, etc. Alors, je voudrais qu'on Pardon. parle de rentabilité, sujet évidemment Intéressant. excessivement important. Alors, j'ai lu sur ton profil LinkedIn Oui. rentabilité moyenne 11%. Et je me suis dit, Oui. oh là, il a une rentabilité moyenne qui est assez élevée dans le sens où Magnifique. je me réfère à une carte de France qui est parue, je crois, à l'automne, qui montrait que on était sur une rentabilité entre 3,5 et 5,5 en Oui, fait, oui. selon les villes. Hein, voilà. Alors, il y a quoi? Il y a un énorme secret là sur une rentabilité moyenne à 11%? C'est une très bonne question. Déjà, il faudrait distinguer deux termes. Effectivement, par abus de langage, je parle de rentabilité. C'est beaucoup plus simple à comprendre, je dirais, pour la majorité des personnes. En réalité, il s'agit de rendement, pas de rentabilité. Parce que je prends évidemment en compte l'hypothétique plus-value à la sortie, même si évidemment, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, ni toi ni moi ne savons où on sera. Mais effectivement, sur la centaine, je crois qu'on a fait 130 ou 150 ventes, j'ai plus le chiffre exact, sur les 7 dernières années, sur la centaine de ventes qu'on a réalisées, on a ce chiffre aujourd'hui en rendement ou en rentabilité brute de 11%. Je parle bien en brut, qu'on soit clair déjà sur la définition, Oui, ben oui. de 11%. Alors pourquoi? Quel est le secret entre guillemets? Il n'y a pas de secret particulier. Disons que nous, on s'est spécialisé, si tu veux, dans les immeubles déjà, principalement, dans les immeubles moches. Je m'explique. Ce qu'on achète, évidemment, ce sont des opportunités, des potentialités. On n'achète pas un immeuble ou un appartement qui est déjà refait, qui est déjà divisé, qui est déjà optimisé. C'est une stratégie. Ça peut effectivement rassurer des gens, notamment pour leur résidence principale. Nous, c'est pas le cas. Pour de l'investissement locatif, je pars du principe, et c'est comme ça que j'éduque, entre guillemets, mes clients, sur le fait que nous, ce qu'on va acheter, c'est quelque chose qui n'est pas optimisé et qu'on va effectivement transformer. Et au passage, ma plus-value personnelle, elle est dans ce acte de transformation. À savoir un bien qui ne serait pas optimisé en termes de surface, qui ne serait pas optimisé en termes de rentabilité ou même en termes de fiscalité. Et l'idée, comme tu le disais justement en amont, c'est de jouer là-dessus sur tous les aspects possibles. C'est pour ça que je te disais qu'on est spécialisé en immeuble de rapport, parce que l'avantage de l'immeuble de rapport, c'est que déjà, en termes de négociation à l'achat, tu as un effet de volume qui fait que tu peux passer un certain budget, plus ou moins massacrer les prix de 15, 20, 30% déjà. Notamment parce que les clients qu'on a en face, les vendeurs qu'on a en face, assez souvent des particuliers d'un certain âge, qui plus est. Je suis dans une région, au sud de la France, où on a des multi-propriétaires, mais qui n'ont pas forcément de gros moyens. C'est souvent des immeubles dont ils ont hérité, qui sont laissés en décrépitude complète. Et effectivement, on a des immeubles moches, entre guillemets, qui sont dans un état d'abandon quasiment intégral, pour lesquels, effectivement, il va falloir se retrousser les manches et investir des dizaines, des centaines de milliers d'euros de travaux, et pour lesquels, ensuite, on va pouvoir dégager la rentabilité, le rendement dont je te parle. Tout ça en utilisant, pourquoi pas, des stratégies un petit peu alternatives, type Airbnb ou colocation. Je précise que tous les chiffres que je donne, c'est toujours en location à l'année. Évidemment, c'est trop facile, qu'on soit très clair, de mettre du Airbnb au milieu et d'annoncer du 11%. C'est limite ridicule, 11% Airbnb, qu'on soit clair. Hein, avec tous les aléas, c'est du ridicule. Non. Et alors, je précise évidemment que j'ai eu la chance aussi, je disais tout à l'heure que j'ai commencé en 2017, j'ai eu la chance aussi d'être à une époque où les prix étaient encore bas, où l'investissement locatif n'était pas forcément encore aussi à la mode et tendance que ce que ça l'a été là, il y a 2-3 ans, ce qui fait que ça m'aide, pour ma moyenne, entre guillemets, de forcément en acheter pas cher. Les taux étaient encore évidemment ridicules, les matériaux étaient encore accessibles, ce qui fait qu'effectivement, je dirais que mon chiffre est un petit peu biaisé par ce calcul-là. Néanmoins, aujourd'hui, en 2024, on a encore des produits alors au-dessus des 10. Hein, c'est la promesse que je fais à tous les clients, c'est d'avoir un minimum de 10% au brut, je le répète, qui intègre effectivement toutes les composantes dont je te parlais. On y arrive. Le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'en 2024, j'ai plus de produits que de clients. Ce qui est l'inverse de ces dernières années. Ce qui est l'inverse de ces dernières années. Ouais. On te disait, moi, mes parents ont fait de l'immobilier, enfin ma mère a fait de l'immobilier, et ma mère m'a toujours dit que le plus compliqué, c'était de trouver le produit. C'était le mandat de vente. De rentrer le mandat. Et je pense à tous mes collègues mandataires, agents commerciaux qui font du cold call, qui devaient se battre à harceler des personnes pour trouver des mandats.
Aujourd'hui, c'est complètement inversé. Aujourd'hui, j'ai la chance via mes réseaux. Moi, j'ai même pas à faire de... Très sincèrement, j'appelle jamais personne. Les produits tombent tout seuls, entre guillemets. Et ben, ma problématique, c'est que j'ai effectivement plus de produits que de clients finançables, éligibles et intéressés. Je pense aussi que l'investissement locatif est arrivé à un point où actuellement, les gens se détournent de l'investissement locatif pour investir dans les cryptos, pour investir dans le marchand de biens, on pourrait en parler, pour investir dans des choses que les médias ont tendance à alimenter. Aujourd'hui, l'immobilier ne fait plus rêver. Mais à tort, parce que c'est justement dans ces moments-là, j'en parlais ce matin encore, c'est dans ces moments-là, c'est au son du canon, comme dit l'expression, qu'il faut investir. Parce que le besoin, il est toujours là. Voilà. Aujourd'hui, se loger, c'est un besoin de base, comme manger. Et tant qu'on n'aura pas inventé une pilule qui empêche de dormir, on aura de toute façon besoin de se loger. Et la France est ainsi faite que de toute façon, les murs, à un moment donné, on peut pas pousser plus. Donc, on est d'accord. Il y aura de plus en plus d'habitants et de moins en moins de logements. Ouais, voilà. Alors, pour rester encore sur le sujet de la rentabilité, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les critères? On est en 2024, qu'est-ce que c'est les critères pour choisir un bien où on se dit, je vais obtenir plus de 10%, puisque c'est un petit peu ton seuil, je vais obtenir plus de 10% de rentabilité. Le premier critère, ça reste évidemment l'emplacement. Je révolutionnerai rien en te disant ça, mais je le retournerai dans l'autre sens. Là où mes collègues te parleront d'emplacement, te parler de demande et de non-vacances, moi je l'utiliserai justement la même notion, mais dans l'autre sens. Pour moi, l'emplacement est important, notamment l'emplacement dans des zones, dans des régions, dans des villes qui sont des villes sous-cotées, qui sont des villes qui ont connu peut-être un coup de moins bien historique, qui sont des villes pour lesquelles actuellement on a un désintérêt, qui sont des villes ou des secteurs pour lesquels une usine vient de fermer, etc., etc. Aujourd'hui, je travaille et j'investis d'ailleurs. Ma petite particularité, c'est que j'investis là où je fais investir mes clients. Et d'ailleurs, j'ai investi avant eux en général, pour tester un peu le marché, tester les artisans, tester la demande locale. Aujourd'hui, j'investis sur tout l'axe méditerranéen, de Marseille à Perpignan. Moi-même, je suis marseillais, j'habite à Nîmes, donc je suis au milieu. Ouais. Et sur tout l'axe méditerranéen, de Perpignan, voilà. Et sur toutes ces villes-là, j'ai effectivement la chance d'avoir un bassin pauvre et dynamique. C'est le paradoxe. Ce qui fait que, et c'est aussi un de mes secrets, c'est que j'ai la chance d'être dans la bonne région. C'est certain qu'à Paris, à Paris, ou même ne serait-ce que dans n'importe quelle autre région, je n'aurais pas les mêmes résultats s'il n'était pas au bon endroit aussi. Le premier secret, c'est l'emplacement. Ouais. C'est l'emplacement. Aujourd'hui, moi, j'ai mon petit tip, ma petite carotte personnelle, c'est j'ai la chance ou pas, je ne sais pas si on peut le prétendre comme ça, d'investir dans beaucoup de villes qui, effectivement, sont des villes qui existent depuis le Moyen-Âge, avec un patrimoine magnifique, un peu, toi, tu es de Côte d'Or, tu me disais, un peu le même genre de ville, je sais pas si c'était de Dijon ou peu importe, mais des villes exceptionnelles, comme Dijon, il y a celles qu'on connaît et tant d'autres qu'on ne connaît pas. Que ce soit les grandes villes, les Marseille, les Aix-en-Provence, les Avignon, les Nîmes, les Perpignan, les Béziers, les Narbonne, et tous les villages autour m'offrent, et j'ai cette chance-là, un panel de choix qui fait que, alors certes, je suis obligé de faire plus de routes qu'avant. C'est vrai qu'au début, moi, j'étais à Nîmes, et je m'embêtais pas à chercher mes immeubles à Nîmes et autour. Aujourd'hui, je vais jusqu'à Perpignan. Et c'est pas par amour de la voiture probablement. C'est parce qu'effectivement, il y a de moins en moins de produits intéressants et qu'il faut aller les chercher là où ils sont encore disponibles. Et toujours est-il qu'on a la chance dans ces villes-là, qui sont des villes en transition économique, industrielle ou politique, d'avoir de belles opportunités. Aujourd'hui, les villes dans lesquelles moi j'investis massivement et qui sont des villes où ça se passe extrêmement bien. Alors j'espère ne pas choquer en disant ça, mais ce sont des villes Front National, RL, c'est quoi? C'est Rassemblement National, pardon, aujourd'hui, qui sont des villes effectivement idéales pour l'investissement, sans considération politique, évidemment. Parce que ce sont souvent des villes Front National, alors j'en ai, pas dire que j'ai la chance, mais j'en ai beaucoup dans ma région, c'est un fait historique, sont des villes qui sont souvent des villes frustrées. Ce sont souvent des villes où il y avait une bourgeoisie locale importante, il suffit d'aller se balader dans les villes, voir la magnificence des bâtiments, et où à un moment donné, de leur histoire, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'usine du village ou de la ville, a fermé. Et ça s'est traduit par de la frustration, peut-être par de l'immigration, notamment dans les villes agricoles, où effectivement la main-d'œuvre était souvent immigrée. Et ça s'est traduit par l'arrivée du Front National,
et par une hausse spectaculaire des prix de l'immobilier. Je vais te prendre un exemple que tu connais évidemment, c'est Béziers. Il illustre magnifiquement bien, mais il y en a d'autres. Perpignan aujourd'hui, c'est exactement le même topo. D'autres villes dans lesquelles j'investis, c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, ce sont des villes où j'ai fait du x2, x3 en 10 ans à peu près, sans trop rien faire d'ailleurs, parce que je n'ai pas forcément le temps de faire tous les travaux dans tous mes biens, parce que ce sont des villes, je le répète, qui ont une base économique, historique, culturelle importante, qui sont des villes qui plus est où on peut tout faire. Oui, la chance que j'ai aussi, c'est d'être dans une zone où on a la demande pour de tout. Pour la location pour la location meublée, pour de l'étudiant, pour du saisonnier. Et c'est vrai que la stratégie qu'on essaie de développer avec nos clients, c'est un mix de tout ça en fait. Pas de faire 100% l'un ou l'autre, c'est stupide. Je vais parler, je crois récemment dans un de tes posts, de ne pas faire 100% d'Airbnb, je crois que c'est ce que j'avais vu, et tu as complètement raison, hein, je partage complètement. Il faut mixer les stratégies, optimiser la fiscalité et surtout diluer le risque. Et l'avantage qu'on a dans un immeuble, c'est qu'on essaie, on parlera de ce que je fais plus tard, mais on essaie de mixer un peu les stratégies dans le même bloc, ce qui fait que on peut aller chercher la rentabilité et diluer le risque. Le premier secret, c'est l'emplacement. Le deuxième secret, c'est évidemment de ne pas avoir peur de faire des travaux. Je le répète, je vends des immeubles moches. Je vends des produits pas beaux. Et après, on en fait quelque chose de plutôt sympa. Il est vrai que vendre un immeuble haussmannien, je trouve ça ô combien trippant, ô combien magnifique. Mais c'est plus compliqué d'avoir un immeuble intéressant haussmannien, quoique dans certaines villes comme ici, ce soit possible, que d'acheter une vieille bâtisse, l'art tapé, de l'art pensé. Alors, ça sous-entend évidemment de maîtriser plein de compétences. Tu disais tout à l'heure en introduction, la magie de notre métier, je crois, contrairement à l'image qu'on s'en fait d'ailleurs, c'est de devoir maîtriser une multitude de compétences techniques, le droit, l'urbanisme, l'écologie, l'économie, la politique. Et je connais très peu pour travailler dans d'autres secteurs en amont, très peu de métiers où en fait ça nécessite autant de connaissances et de savoir-faire. On a des fois l'image, à tort, je trouve, de l'agent immobilier, de l'agent commercial ou du mandataire, qui ferait ça un peu par hasard. Qui ferait de l'immobilier parce qu'il a vu Stéphane Plaza à la télé, ou qui ferait de l'immobilier parce que il a vu une pub, il y a des Safety, XP ou autre, par défaut. Et je trouve ça d'une stupidité sans nom, parce que c'est un métier, je le répète, ô combien complexe, qui nécessite une multitude de compétences théoriques et comportementales, qui nécessite d'aider des particuliers à se projeter dans leur avenir, et pour ce qui nous concerne, à se projeter de quelque chose de pas très beau en quelque chose d'optimisé, de plutôt sympa. Et c'est là où je pense que des conseillers comme nous, avec de l'expérience, et surtout qui savent de quoi ils parlent, ça c'est pour moi extrêmement important, peuvent faire la différence. Et ma modeste contribution, c'est ça. C'est parce que, je le répète, je suis, je pense, un bon conseiller en investissement locatif parce que je suis moi-même investisseur. Et d'ailleurs, c'est comme le titre même de ma boîte, l'investisseur IMO, est volontairement ambigu. Ça concerne l'investisseur IMO, c'est moi, c'est toi, c'est tout le monde en réalité. Et je le répète, c'est pas forcément des gens qui ont fait des formations ou qui suivent telle ou telle vidéo YouTube. Non, c'est tout le monde doit faire. Tout le monde devrait faire, de mon point de vue, de l'investissement locatif. Que ce soit dans le neuf ou l'ancien, que ce soit à 3% ou à 20%, que ce soit avec ou sans travaux, faire travailler son argent le plus vite possible est une des solutions, je pense, pas seule, une des solutions pour permettre de pallier à problématiques de retraite, problématiques de revenus qui sont trop bas, etc. etc. Voilà. Donc, je répète 2-3 secrets, l'emplacement, les travaux et évidemment la négociation. C'est à l'achat que se fait... je sais que ça, pas tout le monde est forcément d'accord, mais c'est à l'achat souvent que se fait la plus-value, que se fait le rendement, pour reprendre ce que tu me demandais tout à l'heure. C'est à l'achat. Et effectivement, acheter quelque chose de moche, dégradé, dont les propriétaires ont complètement, que les propriétaires ont laissé tomber, c'est beaucoup plus facile, effectivement. Alors, passer un certain budget, qu'on soit clair, même dans le sud, même dans mes régions, dans des régions moins chères, en dessous de 250, 300 000 euros, tu peux trouver des choses, j'en trouve, mais c'est plus compliqué, et c'est souvent des zones compliquées avec des profils de locataires compliqués. Voilà. Y en a aussi, pas de souci. Il n'y a pas de stratégie unique, ça dépend, je pense, des investisseurs que j'ai en face. Entre un investisseur de 20 ans et un investisseur de 50 ans, je n'ai pas du tout la même stratégie. Je pense que le secret, enfin moi ce que je fais là, c'est de les laisser parler, de les écouter, et de voir un petit peu quelle est leur appétence au risque. Parce qu'en soi, les chiffres, sincèrement, ça veut rien dire. Moi-même, à titre personnel, aujourd'hui j'ai 40 ans, j'ai commencé il y a 15 ans, je peux te dire que j'ai changé 15 fois de stratégie.
et que j'ai fait des erreurs par centaines, par milliers, qui m'ont coûté énormément d'argent. J'en parle d'ailleurs beaucoup sur LinkedIn. Je considère que plutôt que de faire rêver avec une voiture de sport que je n'ai pas, des abdos que je n'ai pas, ou une fille que je n'ai pas, ça se voit. Hein. Plutôt que de faire rêver, je préfère parler de la réalité des choses, à savoir que c'est un métier compliqué, c'est un métier où on a énormément de responsabilités, que ce soit légal ou moral, mais que c'est un métier passionnant et qui effectivement permet de changer de vie. Modestement, aujourd'hui, je peux te dire que j'avais un énorme salaire là où j'étais. C'était compliqué pour moi de quitter cet énorme salaire, mais qu'aujourd'hui, je vis encore mieux qu'avant. Donc c'est possible. Compte, faut bosser. Et bon. Jérémy Hadida vient de conclure peut-être de la meilleure des manières. L'immobilier, il faut travailler, beaucoup travailler. On s'en doutait un peu. En tout cas, j'espère que je ne vous avais pas menti, que l'approche de Jérémy, elle est intéressante et qu'il est assez concret. Donc, j'imagine que tout investisseur en immobilier aura puisé des informations et des choses extrêmement pratiques. En tout cas, je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'épisode suivant, qui sera la suite de cet entretien et où on abordera notamment cette question ô combien stratégique et délicate des impayés de loyer. Puisque en matière d'investissement, on le sait bien, les impayés de loyer peuvent très vite ruiner le plus beau des projets. Passion Immo, épisode 74, c'est terminé. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Si vous avez des questions, si vous voulez réagir par rapport à l'épisode, à très bientôt.